Mai 1940, nord de la France. Les obus antichars français rebondissent sur les panzers allemands comme des cailloux sur de l'acier, laissant les soldats impuissants face à la Blitzkrieg qui dévore la France en 3 semaines. Pourtant, un ingénieur d'artillerie découvre qu'un obus expérimental oublié dans un dépôt de Bourges peut percer 70e de blindage allemand, là où les munitions standards en perçant à peine 30 milli. Mais pourquoi cette arme révolutionnaire, capable de changer le cours de la bataille, a-t-elle été abandonnée 1 an avant la guerre? Le capitaine Henri Defour regarde à travers ses jumelles et voit ce que personne ne veut croire. Les chars gris et noirs avancent en ligne parfaite, comme des requins d'acier qui traversent les champs de blé vert. Ils roulent vers Paris et rien ne peut les arrêter. Defour a 34 ans. Il n'est pas un soldat de carrière comme les autres officiers. Avant la guerre, il travaillait dans les grandes usines Schneider où l'on fabrique l'acier et les canons. Il connaît le métal. Il comprend comment le fer devient dur, comment la chaleur change sa nature. Les autres capitaines ont appris la guerre dans les livres. Lui, il a appris dans le feu des hauts fourneaux. 3 semaines. C'est tout le temps qu'il a fallu aux Allemands pour mettre la France à genoux. 1,5 million de soldats de Kitty français sont encerclés ou courent vers le sud. Les routes sont pleines de familles qui fuient avec des charrettes et des valises. Les enfants pleurent, les femmes regardent le ciel avec peur, cherchant les avions qui tuent. Le problème est simple et terrible. Les canons français ne marchent pas. Le canon de 25 mm tire ces petits obus qui frappent le blindage allemand et rebondissent comme des balles de tennis sur un mur de pierre. Le canon de 37 mm est un peu mieux, mais pas assez. Sur 100 obus tirés, seulement 3 ou 5 peuvent détruire un char allemand. Les autres ne font que des rayures sur la peinture. Defour a vu les chiffres dans les rapports secrets. Un canon de français standard peut percer 30 mm d'acier à 500 mètres de distance. Mais les Panzers ont 50 mm de blindage sur le devant. C'est comme essayer de casser un coffre-fort avec un marteau de petit garçon. Les servants des canons meurent en héros inutiles. Ils chargent leurs armes, ils visent avec soin, ils tirent. L'obus vole dans l'air avec un sifflement aigu. Il frappe le char. Et rien. Le Panzer continue d'avancer, sa tourelle tourne lentement vers le canon français. Le gros fusil allemand de 75 mm crache le feu. Les soldats français disparaissent dans une explosion de terre et de fumée noire. Au quartier général, le général Gamelin boit son café du matin. Il regarde les cartes sur la grande table. Il ne semble pas inquiet. Nos positions fortifiées sont solides, dit-il à ses officiers. Notre artillerie a gagné la dernière guerre. Elle gagnera celle-ci aussi. Les vieux généraux hochent la tête. Ils se souviennent de 1918, quand les canons français écrasaient les Allemands jour après jour. Mais Defour voit ce qu'il ne voit, ça vaut pas. Ce n'est pas 1918. Les Allemands n'attaquent pas comme avant. Ils ne marchent pas en ligne droite vers les mitrailleuses. Ils roulent dans des chars rapides qui ne s'arrêtent jamais. Et ces chars portent un blindage nouveau, fabriqué avec une technique moderne. L'acier est sémenté, traité avec du carbone à haute température. Il est 2 fois plus dur que l'acier français de la Grande Guerre. Un soir, Defour examine un morceau de blindage récupéré sur un Panzer détruit. Il le gratte avec son couteau. Le métal résiste. Il le frappe avec un marteau, à peine une marque. Ce n'est pas seulement plus épais, c'est meilleur. Les Allemands ont compris quelque chose que les Français ont oublié. La guerre moderne n'est pas seulement une question de courage, c'est une question de science. Defour reste assis dans sa tente cette nuit-là. Une lampe à huile brûle sur la table. Dehors, on entend le grondement lointain des explosions. Les Panzers sont à 40 km maintenant. Demain, ils seront plus près. Après-demain, ils seront ici. Il réfléchit au problème comme un ingénieur, pas comme un soldat. Le canon tire l'obus. L'obus vole vite. Il frappe le blindage.
Mais il rebondit. Pourquoi? Pas parce qu'il ne va pas assez vite, pas parce qu'il est trop petit, non. Il rebondit parce que l'acier de l'obus est trop mou. Quand le métal mou frappe le métal dur, le métal mou s'écrase et se déforme. Il ne perce pas, c'est simple. Alors la solution est simple aussi. Il faut un obus plus dur, un obus fait avec un meilleur acier. Un obus qui ne s'écrase pas quand il frappe. Defour se souvient de quelque chose. Il y a 2 ans, en 1938, il était encore aux forges de Bourges. Les ingénieurs travaillaient sur un projet spécial, un obus expérimental de 47 mm, pas comme les autres. Celui-ci avait un cœur fait de carbure de tungstène, un métal presque aussi dur que le diamant. La pointe était forgée à 1200 degrés. On l'a chauffée jusqu'à ce qu'elle brille comme le soleil, puis on l'a trempée dans l'huile froide. Cela créait un acier d'une dureté de 65 sur l'échelle Rockwell. Un acier qui pouvait percer n'importe quoi. Les tests avaient été extraordinaires. À Bourges, ils avaient été tirés sur des plaques d'acier de 50 mm d'épaisseur. 9 obus sur 10 avaient percé. Des trous nets, propres, mortels. L'obus entrait dans le blindage comme une aiguille dans du beurre, puis explosait à l'intérieur du char. C'était parfait. Mais le projet avait été abandonné. Trop cher, avaient dit les bureaucrates du ministère. Un obus expérimental coûtait 12 francs. Un obus normal coûtait 3 francs. Nous avons 3 millions d'obus de 37 mm dans nos dépôts, avait dit le colonel Bertrand. Changer maintenant serait du gaspillage, de la folie pure. Defour se lève. Il marche dans sa tente comme un animal en cage. 3 millions d'obus inutiles, des millions de morceaux de métal qui ne peuvent pas arrêter un seul char. Et quelque part, dans un dépôt poussiéreux à Bourges, il y a peut-être encore quelques centaines d'obus qui pourraient sauver la France. Des obus que personne ne veut utiliser parce qu'ils coûtent 9 francs de trop. Le problème n'est pas la taille du canon, pense Defour. Le problème n'est même pas le blindage allemand. Le problème, c'est que les généraux français croient encore que la guerre se gagne avec des plans et de la doctrine. Ils ne comprennent pas que la guerre se gagne avec de la chimie, avec de la physique, avec de la métallurgie. Defour prend une décision. Demain matin, il va écrire un rapport. Il va expliquer tout cela. Il va demander qu'on retrouve ces obus expérimentaux. Il va demander qu'on les teste contre les Panzers. Peut-être que personne ne l'écoutera. Peut-être qu'il est déjà trop tard. Mais il doit essayer. Parce qu'en ce moment, des milliers de soldats français meurent en tirant des obus qui ne servent à rien. Et quelque part dans un entrepôt, la solution dort sous la poussière, oubliée, ignorée, jugée trop chère pour sauver des vies. Le matin suivant, Defour écrit son rapport avec des mains qui tremblent un peu. Pas de peur, mais de colère froide. Il décrit l'obus expérimental de 47 mm dans les moindres détails. Diamètre exact, 47 mm. Longueur totale, 368 mm. Poids, 2 kg et 400 grammes. Vitesse, quand il sort du canon, 855 mètres par seconde. C'est presque 3 fois la vitesse du son. Un éclair de métal dur qui traverse l'air comme la foudre. Le chiffre le plus important est celui-ci. À 500 mètres de distance, cet obus peut percer 70 mm d'acier, même si le blindage est incliné à 60 degrés. Les Panzers allemands ont 50 mm au maximum. Cet obus peut les ouvrir comme des boîtes de conserve. Defour apporte son rapport au colonel Bertrand. Le colonel est un homme grand avec une moustache grise parfaite. Il a 58 ans et 35 ans de service. Il lit le rapport en fronçant les sourcils. Ses doigts tapent sur le bureau avec impatience. Quand il finit, il pose les papiers et regarde Defour comme on regarde un enfant qui dit des bêtises. « Capitaine Defour, » dit le colonel d'une voix froide. « Nous avons 3 millions d'obus de 37 mm dans nos dépôts. 3 millions. Savez-vous combien cela représente? Des années de production, des millions de francs.
Et vous voulez que nous les jetions pour fabriquer des obus à 12 francs pièce? C'est de la folie. De la folie pure. Il rend le rapport à Defour. La réponse est non. Maintenant, retournez à votre batterie. Defour sort du bureau. Il marche dans le couloir sombre. Par la fenêtre, il voit des camions qui passent, pleins de soldats d'aller blessés. Des hommes avec des bandages sur la tête, sur les bras, sur la poitrine. Des hommes qui ont essayé d'arrêter les Panzers avec des armes qui ne marchent pas. Mais Defour ne renonce pas. Le soir même, il écrit une lettre. Pas au colonel Bertrand, pas au général Gamelin. Il écrit au commandant Charles de Gaulle. De Gaulle est un officier de char, un homme qui comprend les machines de guerre modernes. Il a écrit des livres sur la guerre du futur. Il sait que les vieilles méthodes ne marchent plus. La lettre de Defour est courte et directe. « Commandant, nos équipages meurent parce que nous tirons avec des munitions obsolètes. J'ai vu un obus expérimental qui peut changer tout. Il existe, il est testé, il marche. Mais personne ne veut l'utiliser parce qu'il coûte 9 francs de plus. Combien coûte la vie d'un soldat français ? » De Gaulle lit la lettre dans son quartier général, près d'Abbeville. Il connaît le problème. Il a vu ses propres chars B1 bis détruits par les canons allemands. Ces chars français sont les meilleurs du monde, avec un blindage de 60 mm et un canon de 75 mm. Mais les Allemands les détruisent quand même, parce que leurs munitions sont meilleures. De Gaulle comprend. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de science et de volonté. De Gaulle écrit une note urgente au ministère de la Guerre. Nos hommes meurent avec des armes du passé. L'obus de 47 mm doit être produit immédiatement. C'est un ordre de nécessité absolue. Il utilise son autorité, son nom, sa réputation. Cela prend 3 jours, mais finalement le ministère cède, pas complètement, juste un peu, juste assez pour faire un test. Defour reçoit l'autorisation le 26 mai 1940. Il peut prendre 200 obus expérimentaux d'un vieux dépôt à Bourges. Il peut équiper une batterie de canons de 47 mm. SA, modèle 1937. Il peut faire un test réel. Si ça marche, peut-être qu'ils fabriqueront plus d'obus. Si ça ne marche pas, on ne parlera plus jamais de cette idée folle. Defour prend un camion et conduit toute la nuit vers Bourges. Les routes sont pleines de réfugiés qui marchent vers le sud. Des vieilles personnes avec des sacs sur le dos, des mères qui portent des bébés, des enfants qui tirent des chariots. Ils fuient les panzers qui viennent. Defour roule dans l'autre direction, vers le danger, vers le bruit des canons. À Bourges, le dépôt est presque vide. La plupart des munitions sont parties vers le front. Mais dans un coin sombre, sous des bâches poussiéreuses, Defour trouve ce qu'il cherche. 220 obus de 47 mm dans des caisses de bois marquées « Expérimental 1938 ». Les obus brillent d'un éclat métallique froid sous la lumière de sa lampe. Ils sont plus longs que les obus normaux, plus lourds. Quand Defour en prend un dans ses mains, il sent le poids différent, l'équilibre parfait. C'est une arme faite par des ingénieurs qui comprennent la mort. Il charge les caisses dans son camion et retourne vers le front. Le 28 mai au matin, il arrive près d'Abbeville. La bataille fait rage. On entend les explosions, le crépitement des mitrailleuses, le grondement des moteurs de chars. La fumée monte dans le ciel gris comme des colonnes de temples détruits. Defour trouve une batterie de 4 canons de 47 mm. Les servants sont jeunes, fatigués, couverts de boue. Ils ont tiré toute la semaine contre les Panzers avec des résultats terribles. « On ne peut pas les percer », dit le sergent Moreau, un homme de 28 ans avec des yeux rouges de fatigue. « Nos obus rebondissent. C'est comme tirer sur des montagnes. »« Pas avec ceci, » dit Defour. Il ouvre les caisses. Les servants regardent les nouveaux obus avec curiosité et doute. Ils ont l'air différents, plus sérieux, plus dangereux. Defour explique comment les charger, comment viser. « Ces obus vont plus vite, » dit-il. « Ils volent plus droit, ils percent plus profond. Faites-moi confiance. »
Le sergent Moreau prend un obus dans ses mains. « Il est plus lourd, dit-il. Plus froid au toucher aussi, comme s'il était fait d'un autre métal. » Il regarde Defour dans les yeux. « Capitaine, si vous nous mentez, nous sommes des hommes morts. Les Panzers arrivent dans 1 heure. »« Je ne mens pas, » dit Defour. « Cet obus a été testé. 9 fois sur 10, il perce 50 mm d'acier. Je l'ai vu de mes propres yeux. » À 10 heures du matin, les Panzers sortent de la forêt. 12 chars gris qui roulent en formation. Ils avancent lentement, prudemment. Ils ont appris à respecter les positions françaises, même si les canons français ne peuvent pas vraiment les blesser. C'est juste une question de temps et de munitions. Ils vont tirer de loin, détruire les canons français un par un, puis avancer sur les ruines. Le sergent Moreau est à son canon. Ses mains chargent le nouvel obus avec des gestes précis malgré la peur. Le Panzer le plus proche est à 400 mètres maintenant. Moreau peut voir les détails, la tourelle qui tourne, la croix noire sur le flanc, les marques de balles sur le blindage. Il vise le centre de masse, juste sous la tourelle. C'est là que le blindage est le plus épais, 50 mm d'acier sémenté. « Feu !» crie Defour. Le canon rugit. Le recul est violent, plus fort qu'avec les anciens obus. L'obus traverse l'air avec un sifflement perçant. 2 secondes. C'est tout le temps qu'il faut pour parcourir 400 mètres à 855 mètres par seconde. L'obus frappe le Panzer juste où Moreau visait. Il ne rebondit pas. Il n'explose pas sur le blindage. Il entre. Il perce le métal comme une aiguille perce du tissu. À l'intérieur du char, l'explosif détonne. Une boule de feu orange jaillit des trappes. Le char s'arrête net. De la fumée noire sort de la tourelle comme du sang qui coule d'une blessure. Les servants du canon restent immobiles pendant 3 secondes, bouche ouverte. Puis ils crient. Ils crient de joie, de soulagement, d'incrédulité. Pour la première fois depuis 3 semaines, ils viennent de voir un Panzer mourir proprement, facilement, comme il devrait mourir. « Rechargez !» hurle Moreau. « Rechargez vite !» Les 4 canons tirent en maintenant. Les obus volent. Les Panzers explosent. En 40 minutes, 11 des 12 chars allemands sont détruits ou abandonnés. Le 12e fait demi-tour et fuit vers la forêt, traînant de la fumée. C'est une victoire totale. Une victoire qui semblait impossible il y a 1 heure. Defour regarde le champ de bataille. Les carcasses de métal fument sous le soleil de midi. Il pense aux 3 millions d'obus inutiles dans les dépôts. Il pense au colonel Bertrand qui disait non. Il pense à tous les soldats morts en tirant des balles de tennis contre des forteresses d'acier. Tout cela parce que 9 francs semblaient trop cher. La nouvelle se répand comme un feu dans l'herbe sèche. Les servants de canon parlent, les officiers écoutent. En 2 jours, tout le monde sait qu'il existe un obus qui peut tuer les Panzers. Un obus qui marche vraiment. Les chiffres circulent dans les tranchées, passent de bouche en bouche comme des prières. Avant, 3 à 5% d'obus qui détruisent un char. Après, 73%. C'est un miracle de métal et de science. Le commandant de Gaulle envoie Pokédou un télégramme urgent à Paris. L'obus de 47 mm fonctionne comme promis. Production immédiate requise. Chaque jour de retard coûte des vies françaises. Cette fois, le ministère ne peut pas dire non. Trop d'officiers ont vu les résultats. Trop de soldats savent maintenant qu'il existe une arme qui peut les sauver. Les usines de Bourges et de Tarbes reçoivent l'ordre le 1er juin 1940. Fabrication d'urgence, 15 000 obus de 47 mm avec noyau en carbure de tungstène. Les ouvriers travaillent jour et nuit. Les hauts fourneaux brûlent sans arrêt. Le tungstène arrive par train depuis les mines du Sud. On le chauffe à 1200 degrés jusqu'à ce qu'il brille comme une petite étoile. On le forge. On le trempe dans l'huile qui siffle et fume. On l'assemble avec l'explosif et l'enveloppe de cuivre. Chaque obus prend 4 heures de travail. C'est long, c'est cher, mais maintenant personne ne parle plus du prix. Les premiers obus arrivent au front le 3 juin. Pas assez pour toutes les batteries.
mais assez pour équiper les positions les plus dangereuses. Les canons français de 47 mm deviennent soudain des armes respectées, craintes. Les servants qui les utilisent marchent avec plus de fierté. Ils ne sont plus des hommes qui meurent maintenant pour rien. Ils sont des chasseurs de chars. À Saumur, une école militaire défend un pont sur la Loire. Les instructeurs et les élèves, des garçons de 18 et 19 ans, tiennent la position avec 2 canons de 47 mm. Ils reçoivent 100 obus du nouveau type. Pendant 2 jours, du 18 au 20 juin, ils affrontent une colonne de panzer qui veut traverser. Les chars allemands arrivent par vagues de 5 ou 6. Les jeunes servants tirent avec calme et précision. Chaque obus compte. Chaque obus coûte 12 francs et peut sauver 10 vies. Quand la bataille finit, 18 panzers brûlent autour du pont. Les Allemands abandonnent et cherchent un autre passage. Les cadets de Saumur ont tenu. Pas avec du courage seulement, bien que le courage ne leur manque pas. Ils ont tenu avec de la science, avec du tungstène forgé à 1200 degrés, avec des obus qui percent au lieu de rebondir. Les rapports allemands commencent à mentionner un problème. Le 4 juin, le général-major Guderian lit un document qui le trouble. Pertes inexpliquées de panzer dans le secteur nord. Les canons français de 47 mm causent des dégâts importants. Plusieurs chars détruits par pénétration frontale du blindage, chose jugée impossible avec l'artillerie française standard. Guderian entoure ces lignes avec un crayon rouge. Il écrit dans la marge « Enquêter, urgent ». Les équipages de panzer commencent à parler entre bileux. Ils disent qu'il faut éviter certaines positions françaises. Pas toutes. Juste celles avec les canons de 47 mm. On peut reconnaître ces canons à leur forme plus longue, leur affût plus bas. Quand on voit un de ces canons, on ne charge pas directement. On appelle l'artillerie. On attend que les gros obusiers de 150 mm détruisent la position de loin. Les panzers ne sont plus invincibles. Ils ont peur maintenant. C'est petit, c'est tard, mais c'est quelque chose. Les ingénieurs allemands récupèrent des obus français non explosés. Ils les coupent, les examinent, mesurent tout. Ils trouvent le noyau en carbure de tungstène. Ils voient l'anode et la pointe forgée avec soin. Ils comprennent le principe. Un rapport technique arrive sur le bureau de Hitler le 10 juin. Les Français ont développé une munition anti-char supérieure. Nous recommandons l'adoption immédiate de cette technologie pour nos propres armes. Mais pour la France, c'est trop tard. Trop peu d'obus, trop tard dans la guerre. Les panzers sont déjà à 50 km de Paris. Le gouvernement français prépare la fuite vers Bordeaux. Les routes sont noires de réfugiés. L'armée se désintègre comme du sel dans l'eau. Quelques positions tiennent encore, tirant leurs précieux obus de tungstène, détruisant quelques chars de plus. Mais ce sont des îlots de résistance dans un océan de défaite. Le 8 juin, dans la forêt de Retz, le sergent Moreau et son équipe défendent une intersection. Ils ont 40 obus du nouveau type. C'est tout ce qui reste. Les panzers viennent à l'aube, quand la brume couvre encore les arbres. Moreau entend d'abord le grondement des chenilles, ce bruit de tonnerre mécanique qui fait trembler la terre. Puis il voit les formes grises qui sortent du brouillard blanc comme des fantômes d'acier. Distance 400 mètres, dit Moreau à voix basse. Ses mains chargent l'obus. Il est froid au toucher, plus lourd que les anciens. Il sait maintenant que ce poids supplémentaire, c'est le tungstène qui va percer le blindage. C'est la différence entre mourir et vivre. Le panzer avance lentement. Moreau voit les détails, la tourelle, la croix noire, même le visage du commandant qui regarde par la trappe ouverte. Feu. Le canon rugit. L'obus vole. 2 secondes. Le panzer explose avec une détonation sourde. De la fumée noire jaillit. Le commandant allemand n'a même pas le temps de fermer la trappe. C'est une mort rapide, presque propre. Moreau ne ressent rien. Ni joie, ni tristesse.
juste la satisfaction du travail bien fait, 40 obus. 9 panzers détruits avant que les Allemands comprennent et appellent l'aviation. Les Stuka arrivent avec leurs hurlements de sirène. Les bombes tombent, la position de Moreau disparaît dans le feu et la fumée. Lui et 3 de ses hommes survivent en se cachant dans un fossé. Les autres meurent. Le canon est détruit. Mais 9 panzers ne rouleront plus jamais. Les Britanniques observent et prennent des notes. Un officier de liaison écrit dans son rapport « L'efficacité des nouveaux obus français de 47 mm est remarquable. Nous recommandons l'étude de cette technologie pour nos propres armes. » Les canons britanniques de 2 livres peuvent percer 45 mm à 500 mètres. C'est correct, mais pas excellent. Les Français, avec leurs obus de tungstène, percent 70 mm. C'est la différence entre un bon canon et une arme décisive. Un document allemand capturé le 10 juin confirme tout. C'est une note tactique pour les commandants de Panzer. Elle dit en allemand « Die französischen 47 mm Kanonen sind als besonders gefährlich einzustufen ». Les canons français de 47 mm doivent être considérés comme particulièrement dangereux. Defour lit cette note dans un quartier général abandonné. Il sourit tristement. Dangereux. Oui. Mais pas assez nombreux, pas assez tôt. Entre le 28 mai et le 22 juin, les usines françaises produisent 23 000 obus de 47 mm avec noyaux en tungstène. C'est un effort énorme dans le chaos de la défaite. Les ouvriers travaillent même quand les bombes tombent sur les villes. Ils savent que chaque obus peut sauver des soldats français. 23 000 obus. Les rapports officiels montrent qu'ils détruisent au minimum 167 panzers. C'est plus que tous les autres canons français combinés pendant la même période. Mais c'est comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un seau d'eau. Les Allemands ont 3 000 chars. Ils en perdent 167 et continuent d'avancer. La France tombe quand même. Paris est occupé le 14 juin. Le gouvernement demande l'armistice le 17 juin. Le 22 juin, la guerre est finie. La France est coupée en 2. Les Allemands contrôlent le nord et la côte. Le reste est laissé à un gouvernement français qui obéit aux ordres de Berlin. Les Allemands entrent dans les usines de Bourges et de Tarbes. Ils saisissent tout. Les obus restants, les machines, les plans, les formules chimiques, ils interrogent Noidor, les ingénieurs. Ils prennent des notes détaillées. En 1941, l'Allemagne commence à produire ses propres obus en tungstène, appelés Panzergranate 40. Le design est presque identique aux obus français. Même principe, même métal, même méthode de forge. Les armes qui devaient sauver la France servent maintenant à conquérir la Russie. Defour brûle ses documents le 23 juin, un jour après l'armistice. Il se tient dans la cour d'une caserne vide et regarde les papiers se transformer en cendres noires. Tous les rapports, tous les chiffres, toutes les preuves que la France avait la solution en 1938, mais l'a ignorée parce qu'elle coûtait 9 francs de trop. Il ne veut pas que ces documents tombent entre les mains allemandes. Mais c'est inutile. Les Allemands ont déjà tout ce qu'ils veulent. Ils ont gagné la guerre et volé les secrets du perdant. La guerre ne s'arrête pas pour Defour quand la France tombe. Il refuse l'armistice dans son cœur. Il brûle ses papiers, mais il ne brûle pas sa volonté. En juillet 1940, il quitte l'armée officielle et disparaît dans les ombres. Il rejoint la résistance, ses hommes et ses femmes qui refusent d'accepter la défaite. Pendant 1 an, il vit caché. Il fait sauter des trains, il vole des armes. C'est dangereux et la vie est dure, mais au moins il se bat encore. En 1943, Defour réussit à traverser l'Espagne et arrive en Afrique du Nord. Là, il rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle. Ces soldats français continuent la guerre aux côtés des Britanniques et des Américains. Defour retrouve son ancien métier, officier d'artillerie. Et il retrouve aussi quelque chose de familier,
des canons de 47 mm avec des obus en tungstène. Les dépôts militaires français en Afrique ont encore des stocks de ces précieux obus. Personne ne les a utilisés pendant 3 ans parce que personne ne savait à quel point ils étaient montés bons. Mais Defour sait. Il forme les servants. Il leur montre comment tirer. Il leur explique que ces obus peuvent percer n'importe quel char allemand. Les hommes l'écoutent parce qu'il a l'air de savoir vraiment, pas comme les officiers qui répètent juste ce qu'ils ont appris dans les livres. En Tunisie, pendant l'hiver de 1943, les forces françaises libres affrontent les Panzers de Rommel. Ce sont les mêmes chars qui ont écrasé la France 3 ans plus tôt. Mais maintenant, les Français ont l'expérience, la colère et les bons obus. Les batteries de 47 mm détruisent les chars allemands avec une efficacité qui surprend même les alliés britanniques. Un officier anglais écrit dans son journal « L'artillerie anti-char française montre une efficacité surprenante. Leurs canons de 47 mm obtiennent de meilleurs résultats que nos propres armes. » La technologie de l'obus au tungstène ne reste pas française longtemps. Les autres nations apprennent, copient, améliorent. En 1943, les Américains développent leur obus HVAP, qui signifie High Velocity Armor Piercing. Haute vélocité perçant le blindage. C'est exactement le même principe que les obus français de 1938. Un noyau dur en tungstène, une vitesse énorme, une pénétration profonde. Les Britanniques créent leurs obus APDS, Armor Piercing Discarding Sabot. Encore le même principe de base, juste avec quelques améliorations techniques. Tous ces obus sont les enfants de l'obus français que personne ne voulait en 1939. La technologie que le colonel Bertrand trouvait trop chère devient la norme mondiale. Ce qui coûtait 12 francs et semblait du gaspillage devient simplement nécessaire pour survivre sur les champs de bataille modernes. La guerre finit en 1945. L'Allemagne est écrasée. La France est libre mais brisée. Des centaines de milliers de morts, des villes détruites, une économie ruinée. Defour survit. Il a maintenant 39 ans, mais il a l'air d'en avoir 50. Les années de guerre, de faim, de danger ont gravé des lignes profondes sur son visage. Il retourne aux aciéries, Schneider, où il travaillait avant la guerre. Les usines sont endommagées par les bombardements, mais elles se reconstruisent. La France a besoin d'acier pour reconstruire les ponts, les trains, les bâtiments. Defour travaille sur le développement de nouveaux blindages. Maintenant, il crée l'acier qui protège au lieu de l'acier qui perce. C'est ironique mais logique. La guerre lui a appris que le métal peut sauver des vies ou les prendre, selon comment on le forge. Il se marie en 1947 avec une institutrice de Lyon. Ils ont 2 enfants. Defour ne parle jamais de la guerre à la maison. Quand ses enfants lui demandent ce qu'il a fait pendant les années noires, il dit simplement « J'ai fait mon travail ». Rien de plus. Les médailles, les honneurs, tout cela ne l'intéresse pas. Il sait ce qu'il a fait, c'est suffisant. L'armée française ne donne jamais de décoration officielle à Defour pour son innovation de 1940. C'est trop gênant. Donner une médaille à l'homme qui a trouvé la solution avant la guerre, c'est admettre que les généraux ont refusé cette solution pour de mauvaises raisons. C'est admettre que des milliers de soldats sont morts parce que 12 francs semblaient trop cher. Personne ne veut admettre cela. Alors on oublie. On préfère parler de la résistance héroïque, du courage des soldats. On ne parle pas des erreurs stupides des bureaucrates. Defour prend sa retraite en 1968. Il a 62 ans. Il achète une petite maison dans le sud, près de Marseille. Il cultive des tomates et des oliviers. Il lit des livres sur la métallurgie et l'histoire. Parfois, il voit à la télévision des documentaires sur la guerre de 1940. Il montre les panzers qui roulent, les soldats français qui se rendent, l'armée brisée. Il ne mentionne jamais l'obus de 47 mm qui pouvait percer les chars comme du papier. Cette histoire est trop petite, trop technique, trop embarrassante. Dans les années 50 et 60, tous les canons anti-chars du monde utilisent maintenant des noyaux en tungstène
ou en uranium appauvri. C'est devenu la norme absolue. Impossible de construire un obus anti-char efficace sans un noyau de métal très dur. Les ingénieurs qui conçoivent ces armes ne savent probablement pas qu'un capitaine français a compris ce principe en 1940, dans une tente éclairée par une lampe à huile, pendant que les Panzers roulaient vers Paris. Defour meurt en 1982, à l'âge de 76 ans. Sa mort ne fait pas la une des journaux. Une notice brève dans le journal local de Marseille, Henri Defour, ancien ingénieur et officier, décédé paisiblement entouré de sa famille. Ses enfants vident forcément sa maison. Ils trouvent quelques vieux documents militaires dans une boîte au grenier, des rapports techniques sur les obus, des lettres du commandant de Gaulle, des photos de batteries de canons. Ils ne comprennent pas vraiment l'importance de tout cela. Ils donnent les papiers aux archives militaires où ils dorment dans des boîtes grises, rarement consultées. L'histoire de l'obus français enseigne quelque chose d'important sur comment les humains prennent des décisions. Les meilleures solutions existent souvent avant les problèmes, mais on ne les utilise pas. Pourquoi ? Parce qu'elles coûtent trop cher, parce qu'elles sont différentes, parce que les experts te disent qu'on n'en a pas besoin, parce que changer demande du travail et du courage. En 1938, il existait un obus qui pouvait arrêter les Panzers. Les tests le prouvaient, les chiffres étaient clairs. Mais le colonel Bertrand a dit non parce qu'il avait 3 millions d'obus anciens en stock et que 12 francs semblaient avoir trop cher. Combien de vies françaises valent 9 francs ? Apparemment, beaucoup. Trop pour qu'on les sauve avec de l'argent. En juin 1940, quand les Panzers étaient à 40 km de Paris, soudain, 12 francs ne semblaient plus cher du tout. Soudain, les généraux voulaient ces obus immédiatement. Mais c'était trop tard. On ne peut pas fabriquer 23 000 obus en tungstène en 3 semaines. On ne peut pas rattraper 3 ans de retard en 3 jours. Aujourd'hui, les mêmes débats continuent dans les ministères de la Défense du monde entier. Faut-il investir dans des technologies nouvelles et chères ? Les missiles hypersoniques valent-ils leur prix ? Les systèmes laser de défense sont-ils nécessaires ? Les porte-avions modernes coûtent des milliards. Est-ce du gaspillage ou de la sagesse ? Personne ne connaît la réponse avant que la guerre arrive. Et quand la guerre arrive, il est trop tard pour développer les armes qu'on aurait dû créer 10 ans plus tôt. C'est la tragédie éternelle de la préparation militaire. On prépare toujours la dernière guerre, jamais la prochaine. L'innovation technique seule ne gagne pas les guerres. La France a perdu en 1940 malgré son obus révolutionnaire. Il y avait trop de problèmes, mauvaise stratégie, commandement confus, morale faible, alliés peu fiables. Un bon obus ne peut pas corriger tout cela. Mais il donne une chance. Une chance aux soldats de défendre leur position un jour de plus. Une chance de ralentir l'ennemi. Une chance de faire douter ses généraux. Parfois, dans le chaos de l'histoire, une chance est tout ce qu'on peut demander. Une chance de rentrer à la maison, une chance de revoir sa famille, une chance de survivre à la journée. Le sergent Moreau a eu cette chance le 28 mai 1940, quand son obus a percé le Panzer au lieu de rebondir. Il a survécu à la guerre, il est rentré chez lui. Il a élevé 3 enfants qui ne sauront jamais à quel point ils doivent leur existence à un morceau de tungstène forgé à 1200 degrés. C'est peut-être la vraie leçon de cette histoire. Les grandes décisions ne semblent pas grandes quand on les prend. 9 francs de différence entre un obus bon marché et un obus efficace. 9 francs. Le prix d'un repas au restaurant en 1938. Le prix de milliers de vies en 1940. L'histoire se joue souvent sur des détails aussi petits, aussi stupides, aussi évitables. Et c'est ce qui rend tout cela si tragique et si humain.